Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Royal Rumble 2004. Je voulais quand même faire des petites précisions. À la base, je voulais faire plusieurs reviews de Rumble avant celui de cette année. Et malheureusement, vous allez avoir que celui-ci. C'est pas par fainéantise, c'est pas parce que j'avais pas le temps, mais c'est juste que j'ai actuellement des problèmes au cervical. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, il n'y a pas de vidéo dans la semaine. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est pas que j'en ai pas l'envie, mais c'est que j'ai un petit peu trop mal au cervical. Et si vous voulez, les cervicales donnent sur le dos et c'est au niveau du dos que ça me gêne. Et du coup, voilà, j'ai pas forcément envie de me forcer à regarder une vidéo, enfin à regarder un show en ayant mal, en ayant une gêne. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie quand je regarde un show, quand je regarde un film ou bien une série, d'en profiter à 100%. Et du coup, voilà. Du coup, ça m'handicape pas mal, c'est assez relou, je vais pas vous mentir. Mais enfin bref, voilà, c'est comme ça. Du coup, voilà, je vais arrêter de faire mon Calimero. On va commencer la review du show, tout simplement. Donc, le Royal Rumble 2004, donc, il s'est tenu le 25 janvier 2004. C'était à Philadelphie, en Pennsylvanie, au Wachovia Center, devant plus de 17 000 spectateurs. Donc, la salle était blindée. Et le thème musical du pay-per-view, c'était Nothing Left to Lose de Puddle of Mudd. Une musique plutôt sympa. Je ne vais pas vous mentir que c'est un show que j'avais déjà vu, mais ça fait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas vu. J'avais très peu de souvenirs de ce pay-per-view. Et du coup, voilà. Eh bien, on va commencer la review. On va pas perdre plus de temps que ça. Et donc, l'opener de ce pay-per-view, c'était un tables match pour les World Tag Team Championships. Donc, on avait les champions qui étaient Ric Flair et Batista, donc représentant l'évolution, contre les Dudley Boys, Boo Ray et Devon. On peut le dire, c'est un petit peu la stipulation des Dudley Boys, c'est un petit peu leur stipulation de prédilection. Et c'est vrai que c'est un match qui, sur le papier, franchement, n'est pas dégueulasse. Franchement, ça a de la gueule. Et ce match est décevant, je ne vais pas vous mentir, puisqu'il dure seulement 4 minutes. Donc voilà, c'est dommage encore une fois. Le match n'est pas dégueulasse en lui-même. Il y a des moments plutôt fun. Mais voilà, le gros défaut de ce match, c'est qu'il est beaucoup trop court. Je vais d'ailleurs revenir à la fin du match parce que honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match, désolé. Et en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, à Raw, en début de semaine, on a les Dudley Boys qui ont fait passer Jonathan Kutchman, qui était l'un des commentateurs de Raw à l'époque, et ils l'ont fait passer à travers une table. Et si vous voulez, Jonathan Kutchman a voulu se venger pendant ce match. Et donc en fait, il est venu pour essayer de les distraire. Finalement, donc ils l'ont chopé. Et en fait, ils allaient tout simplement le démonter. Ils allaient lui faire le fameux waza, la prise de la troisième corde, le headbutt directement dans les coucougnettes. Et finalement, en fait, c'est à ce moment-là que Ric Flair en a profité pour pousser Boo Ray, et derrière Batista porte une sorte de chokeslam, spinebuster, un petit peu un mix des deux sur Devon directement donc dans la table. Et donc voilà, le but d'un tables match, c'est de faire passer son adversaire à travers une table. Et donc voilà, victoire de Batista et Ric Flair. Le match en lui-même était beaucoup trop court, c'est vraiment dommage. Je pense que le match aurait pu être bien fun avec 5-6 minutes en plus. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, pour la note, j'ai mis 4 sur 10. Ensuite, alors le deuxième match de la soirée, c'était là aussi une affiche sur le papier qui donnait envie. C'était pour le Cruiserweight Championship. On avait le champion qui était Rey Mysterio face à Jamie Noble. À noter que Jamie Noble était accompagné par Nidia qui, je pense, devait être sa copine. Je ne vais pas vous mentir qu'à l'époque, je ne suivais pas la WWE, mais par déduction, je pense que c'était sa copine. Bref. Et il faut le préciser, très important, elle est aveugle. Elle est venue avec une canne, elle est venue avec des lunettes noires. Voilà, donc elle était aveugle. Peut-être que pour vous, c'est anodin. Vous allez voir que ce n'est pas anodin. Le match en lui-même, là aussi, déception, puisqu'il a duré seulement 3 minutes. Et là aussi, je suis déçu parce que honnêtement, Jamie Noble contre Rey Mysterio, tu leur laisses 9 minutes. Pas plus, franchement, tu leur laisses 9 minutes. Ils pouvaient vraiment te sortir un bon gros match, bien cool. Et malheureusement, là aussi, le match m'a déçu parce que c'est beaucoup trop court. Et du coup, là aussi, je vais directement revenir à la fin du match parce que j'ai pas grand chose à dire dessus.
Et donc en fait, à un moment donné, on avait Jamie Noble qui était sur l'éperon du ring, et en fait, on a donc Nidia qui l'accompagnait aux abords du ring, ce qui d'ailleurs, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'est peut-être pas une très très bonne idée. Amener une personne aveugle près d'un ring de catch, c'est pas spécialement l'idée la plus incroyable, je sais pas vous. Bref, et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, elle cherchait un appui pour se guider. Et donc en fait, elle mettait sa main sur l'éperon du ring et sans faire exprès, et ben en fait, elle a accroché le pied de Jamie Noble. Et donc du coup, Jamie Noble, bah, du coup, il se retourne, il fait mais qu'est-ce que tu fais et tout le machin. Et donc, bah, Rey Mysterio en a profité, l'a ramené dans le ring, lui a fait un 619 et derrière, il a enchaîné avec un springboard leg drop pour la victoire de Rey Mysterio qui conserve le Cruiserweight Championship. C'est dommage, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais c'est vraiment dommage parce que ce match avait du potentiel, ça aurait pu être l'un des meilleurs matchs du show sans problème. Et malheureusement, bah voilà quoi, le match est beaucoup trop court. Du coup, pour la note, eh ben, j'ai mis 3,5 sur 10 et c'est vraiment dommage. Ensuite, on enchaîne encore une fois avec un match qui sur le papier donnait envie. On va être habitué, hein. C'était Eddie Guerrero contre Chavo Guerrero. Oui, on va dire une embrouille de famille. Et sur le papier, on va pas se mentir, mais ça donne envie. Voilà, Chavo Guerrero, peut-être que pour ceux qui ont connu Chavo Guerrero pendant la période NT1, quand il était avec Edge, quand il était champion de la ECW et qu'il s'est fait squash par Kane à WrestleMania 24, peut-être que pour vous, voilà, Chavo Guerrero, c'est peut-être un guignol, c'est peut-être pas un catcheur vraiment très sérieux entre guillemets, mais je peux vous assurer que Chavo Guerrero, c'est un très bon catcheur. C'est juste qu'à la VE, bah, il n'a pas été très très mis en avant, sauf quand il était avec Eddie, quand il formait les Los Guerreros. Et justement, pourquoi ils s'affrontent? Eh bien, vous allez voir que c'est quand même très léger, hein. Franchement, pour une embrouille de famille, franchement, j'ai vu des embrouilles de famille un peu plus sérieuses que ça. C'est-à-dire que donc ils étaient champions et ils ont perdu les ceintures contre les Basham Brothers, Doug et Danny. Pour ceux qui ne connaissent pas Doug et Danny Basham, c'était vraiment des frères jumeaux. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, un petit peu comme les Bella, avant que Nikki Bella se fasse refaire les ins. Et du coup, ils ont fait un peu le Twin Magic. Et si vous voulez, ben, le mec qui était frais a frappé Eddie avec, je crois, une barre en fer, ou je sais plus exactement ce qu'il a fait. Et du coup, c'est comme ça que Eddie a perdu. Donc du coup, c'est très important, c'est Eddie qui a pris le pin. Et si vous voulez, bah, pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est à partir de là que Chavo Guerrero en a voulu à Eddie. Bah, excusez-moi, mais je trouve que cette famille n'est pas très soudée. Alors moi j'ai déjà vu des coups de crasse dans des familles qui étaient absolument dégueulasses, genre le frère qui couche avec la meuf de son propre frère, ce genre de bail, là ok, là je veux bien comprendre que c'est dégueulasse, mais là je veux dire, enfin, je veux dire voilà quoi, je trouve que ça part vraiment de pas grand chose. J'ai trouvé que le match a mis du temps à démarrer et j'ai oublié de le préciser, mais il a duré seulement 8 minutes, donc encore une fois c'est quand même pas très long, hein. Donc en plus de ça, je vous dis que le match a mis du temps à vraiment démarrer. Donc voilà, c'est quand même pas terrible. Et ben là aussi, en fait, j'ai presque rien à dire sur ce match. Désolé, mais j'ai l'impression de vraiment bâcler cette review. Mais vraiment désolé, mais pour l'instant, je n'ai absolument rien à dire sur les matchs en eux-mêmes, en fait, parce que pour moi, ils sont assez vides. Et donc en fait, bah, à la fin du match, on a Eddie Guerrero qui porte la Free Amigos. Et derrière, il enchaîne avec le Frog Splash sur Chavo. Donc, ben, victoire de Eddie Guerrero. Et puis, ben, derrière, il s'en prend aussi à, euh, à Chavo après le match. Et aussi à Guerrero Senior. J'ai oublié son nom, désolé, j'ai vraiment un trou de mémoire. Bien évidemment, à ce moment-là. Mais voilà, grosso merdo, il a passé ses nerfs sur eux. Mais sinon, voilà, je trouve que, honnêtement, hein, je trouve que la rivalité, elle pue un peu du cul. Je trouve que ça part vraiment de pas grand-chose. Et surtout que c'est même pas des potes, c'est carrément la famille, tu vois. Je veux dire, franchement, putain, la famille, elle est vraiment pas très soudée, quoi. Du coup, la note en elle-même, j'ai mis seulement 5 sur 10. Et je trouve que là aussi, c'est vraiment du gâchis. Parce que bah, Eddie Guerrero contre Chavo Guerrero, on va pas se mentir, mais normalement, tu peux taper minimum du 7,5 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec le premier match de la soirée, vraiment très important, hein. C'était pour le WWE Championship. On avait
Brock Lesnar qui était le champion de l'époque contre Hardcore Holly. Alors là aussi, mise en situation, pourquoi les deux sont en rivalité? Bien évidemment parce que le titre, hein, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les deux s'étaient déjà affrontés en 2002, fin d'année 2002 à SmackDown. Et ce qui s'est passé, c'est que Lesnar a blessé Hardcore Holly réellement. C'est-à-dire que c'est pas du fake, c'est pas pour une storyline, il l'a réellement blessé. Il a en fait botché sa powerbomb, ce qui fait qu'Hardcore Holly est lourdement retourné sur sa nuque, et ce qui lui a coûté, en tout cas c'est ce qu'il disait dans la promo d'avant-match, une année de sa vie dans les rings. Et donc, Hardcore Holly, il était grave remonté, il disait qu'il en avait rien à taper du titre, c'était pas ça qui l'intéressait, il voulait juste lui aussi coûter la carrière de Brock Lesnar. Du coup, voilà, tu vois la vidéo qui est censée te donner envie, tu te dis, oh, ok d'accord, le mec il est remonté, ça peut être grave intéressant. Et en fait le match a duré 6 minutes 30. Apparemment les matchs de 10 minutes dans ce pay-per-view ils ne connaissent pas, hein. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là aussi, désolé, mais je vais être expéditif sur ce match, il y a presque rien à dire dessus. Il y a eu des soumissions de la part de Lesnar sur Hardcore Holly au sol, notamment une qui ressemblait pas mal à la Coquina Clutch à un moment donné. On a eu du belly to belly overhead suplex, mais vraiment rien de plus en fait. Lesnar l'emporte avec le F5 et j'ai rien d'autre à dire en fait. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Et du coup, pour la note, j'ai mis 5 sur 10 là aussi. Et je me trouve même généreux, franchement, parce que c'était pas terrible, quoi. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier match de la soirée. C'était un match qui me hypait pas mal, je vais pas vous mentir. J'en avais aucun souvenir, je vais vous le rappeler, je l'avais déjà vu, mais ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais pas vu. Donc j'étais assez hypé de voir ce que ça donnait, puisque c'était pour le titre poids lourd, le World Heavyweight Championship. On avait donc Triple H qui était le champion contre Shawn Michaels dans un Last Man Standing match, une stipulation que j'aime beaucoup, dans un match de 23 minutes. Donc c'est le match le plus long de la soirée hors Rumble, il n'y a même pas compétition. Et là aussi j'ai été déçu. Désolé, mais là aussi j'ai été déçu. Alors attention, comparé aux autres matchs, c'est mieux, hein, il n'y a pas photo, mais vu le degré de haine qu'il y avait entre les deux, vu le passif qu'il y a entre les deux, je m'attendais en fait à plus de violence. Surtout que là, on peut pas me sortir l'argument du oui, mais Mathieu, c'est une autre époque, ils peuvent pas autant se servir des armes que dans le passé, ils peuvent pas saigner tout ça, tout ça. Là, il n'y avait pas ce frein parce que pour les matchs de cette année, des années précédentes, ça peut marcher. Là, on est en 2004. Le sang, il n'y a aucun problème. Les coups de chaise dans la tête, tu peux y aller. Les barbelés, tout ça, tu peux les sortir. Et vu le degré de haine qu'il y a entre les deux, je m'attendais en fait à beaucoup plus. Et je ne vais pas vous mentir que j'étais un peu déçu. À noter quand même que les deux ont saigné de la tête. HBK, c'est suite à un moonsault à l'extérieur du ring totalement raté. En fait, Triple H l'a esquivé. Et du coup, il s'est mangé la table des commentateurs. Donc c'était plutôt cool comme spot. Et lui, Triple H, c'est beaucoup plus basique. Il s'est pris un gros chair shot dans la tronchetasse. Et du coup, Triple H a saigné de la tête. Sinon, là aussi, en fait, j'ai pas grand chose à dire. On a HBK qui s'est relevé à 9 du pedigree. Et en fait, comment le match se termine? En fait, on a Shawn Michaels qui se faisait vraiment dominer depuis plusieurs minutes. Et les commentateurs disaient, mais comment il va s'en sortir? Comment est-ce qu'il peut faire? Comment il peut faire pour revenir dans ce match? Et en fait, c'est très simple. On a Shawn Michaels qui a sorti un Switching Music from out of nowhere, vraiment, mais de nulle part. Et du coup, la fin, j'ai plutôt bien aimé, puisqu'en fait, ça se finit sur un match nul, puisqu'en fait, HBK ne pouvait pas se relever, tout simplement parce qu'il était mais à bout de force. Donc ça se tient. Et de l'autre côté, Triple H, lui, tu vois, il voyait des éléphants tourner autour de sa tête. Il était dans le pays des merveilles. Du coup, voilà, c'est une fin que j'aime plutôt bien, parce que je trouve qu'elle est cohérente avec le match et comment il s'est déroulé. Après, le match en lui-même, je suis désolé, mais pour moi, il est décevant. Il n'y a pas eu de table de commentateur pété, à part le moonsault raté. Il y a eu comme arme seulement une chaise, en fait. Il n'y a eu que ça. Et pour un last man standing
de 2004, je trouve que c'est très très light, surtout vu le niveau de haine entre les deux, vu le passif entre les deux. Quand j'ai vu qu'on avait ce match, je m'y attendais à beaucoup plus en fait. Après, ça reste un bon match, hein. Attention qu'on soit bien d'accord, ça reste un bon match. Du coup, j'ai mis 7,5 sur 10. Mais honnêtement, quand j'ai vu cette affiche, je m'attendais à beaucoup plus. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est le match que j'attends le plus de l'année, tout simplement. Le Royal Rumble match. Et surtout que celui-là, j'ai encore me répéter, mais je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps. Et du coup, ça me faisait. J'étais assez impatient de le revoir, je ne vais pas vous mentir. Donc, comme d'habitude, comment ça va se passer? Je vais vous relever tous les entrées. Et je vais m'attarder en fait sur les trucs qui m'ont marqué dans ce Rumble. Donc en première position, on a Chris Benoit. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. En numéro 2, on a Randy Orton qui a fait un bon Rumble. Il est resté un bon moment. Il a fait 5 éliminations. Donc il n'y a que Benoit, je crois, qui a fait plus que lui. En numéro 3, on a Mark Henry. J'ai rien à dire dessus. Il n'a rien fait de spécial. En numéro 4, on a Tajiri. Là aussi, j'ai rien à dire dessus. En numéro 5, on a Bradshaw, donc a.k.a. JBL. En numéro 6, on a Rhino. En numéro 7, Matt Hardy. En numéro 8, Scott Steiner, Big Papa Pump. En numéro 9, on a Matt Morgan, qui aura fait quand même une carrière relativement oubliable à la WWE. Je crois qu'il a commencé avec Brock Lesnar. Ensuite, il a été manager de Carlito. Et c'est tout en fait. Il aura eu, on va dire, plus de succès à la TNA, mais c'est assez étonnant que Vince n'en ait rien fait parce que bah, le mec est énorme. Le mec, je crois qu'il fait genre 2,10 m. C'était un sacré bébé. Ouais, c'est assez étonnant quand tu vois comment Vince McMahon idéalise le catcheur parfait, surtout à cette époque-là. Ouais, c'est assez étonnant. Ensuite, en numéro 10, on a The Hurricane. Donc lui, c'est toujours drôle, tout simplement, de le voir dans un Rumble. Il fait toujours délirer. En numéro 11, on a Booker T. En numéro 12, on a Kane. Alors Kane, je vais m'y attarder un tout petit peu. En fait, Kane, il est resté 1 minute 30 top chrono dans le Rumble. Là, je suis en train de regarder les stats sur Wikipédia. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que Kane a démonté tout le monde. Quand il est arrivé dans le Rumble match, il a mis KO tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que pour le numéro d'après, donc le numéro 13, enfin juste avant le numéro 13 qui rentre, on entend la musique de l'Undertaker. Et Kane, il est là, il est totalement choqué. Il est totalement sous le choc. Il se dit, mais attends, mais c'est pas possible. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'histoire, si vous voulez, quelques mois avant, enfin genre 2 mois avant, au Survivor Series 2003, en fait, il y avait un Buried Alive match entre Vince McMahon et l'Undertaker. D'ailleurs, petit instant promo, j'ai fait la review de ce show, donc si jamais vous voulez y aller, il n'y a pas de souci. Bref, et donc en fait, Kane est venu aider Vince McMahon et a enterré vivant l'Undertaker. Donc du coup, Kane, tu vois, il était totalement choqué, il se dit mais c'est pas possible, je l'ai enterré vivant, normalement il est mort. Bref, j'avoue, c'est un petit peu kitsch comme histoire, mais bon, bref. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il était totalement choqué en regardant la rampe d'entrée, on a Booker T qui l'a sorti du ring. Et donc, numéro 13, on a Spike Dudley. Et le pauvre, il s'est fait démonter par Kane. Parce que Kane, il s'est dit, ok, tu m'as prank, je vais t'allumer ta race. Tu vois, le mec, il s'est dit, attends, tu m'as fait une Greg Guillotin, je vais t'exploser. Donc, Spike Dudley, il s'est pris un chokeslam sur la rampe d'entrée. Et du coup, il est jamais rentré dans le ring, le pauvre. En numéro 14, on a Rikishi, la Nicki Minaj de l'époque, avec un énorme boulasse. En numéro 15, on a notre français, soi-disant français, qui n'est pas vraiment français, René Dupré. Il n'a pas fait très long feu, je ne vais pas vous mentir. En numéro 16, on a A Train, donc a.k.a. Lord Tensai, a.k.a. Tensai, bref, vous l'appelez comme vous voulez. En numéro 17, on a Shelton Benjamin. En numéro 18, on a Ernest Miller. Le mec, si je me souviens bien, il a commencé à danser. Je crois, si je me souviens bien, c'est ce gars-là qui a commencé à danser dans le Rumble match. D'ailleurs, ce qui est très très drôle, c'est que ce mec avait la musique de Brodus Clay. Voilà, c'est... Voilà, Somebody Call My Mama. Il y avait Taz qui s'enjaillait sur la musique, c'était d'ailleurs un petit peu gênant, c'était un petit peu... Vous savez, vous êtes à un mariage, vous avez votre oncle qui est un petit peu bourré. Bah, c'était un petit peu ça. En numéro 19, on a Kurt Angle, donc, qui a fait un bon Rumble, il est resté un bon moment.
En numéro 20, on a Rico. Et en numéro 21, alors à la base, on devait avoir Test. Et Test, il n'est pas venu. Donc forcément, les commentateurs, ils se posaient des questions, ils se disaient, attends, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on voit en backstage que Test s'est fait attaquer. Et en fait, Stone Cold, qui était, je crois, à l'époque un peu le général manager de Raw, finalement, en fait, il dit au mec qui a attaqué Test, maintenant, tu vas devoir le remplacer. Ramène ton gros cul dans le ring. Et le truc, c'est qu'ils ont fait exprès de ne pas montrer qui c'était. Et finalement, en fait, c'était Mick Foley. Et en fait, Mick Foley a voulu régler ses comptes avec Randy Orton, qui était dans le ring. Et en fait, il s'est auto-éliminé pour dégager Orton hors du ring. Et les deux ont continué à s'attaquer hors du ring à base de coups de chaise. D'ailleurs, un chair shot d'Orton sur Mick Foley qui était monumental. Et donc, du coup, voilà, les deux, ils ont continué à se friter, ce qui va donner lieu à un match à WrestleMania 20 avec la Rock and Sock Connection contre Evolution et également un match 1v1 à Backlash de la même année qui est assez violent. Hein. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu. En numéro 22, on a Christian. En numéro 23, on a Nunzio. Alors lui, c'était assez drôle puisqu'en fait, il a fait exprès de rester sur le côté du ring, il voulait pas rentrer parce que il s'est dit j'ai aucune chance. Et finalement John Cena, qui est arrivé un petit peu plus tard dans le Rumble, il a dit non tu vas pas la faire comme ça mon pote. Et finalement il l'a ramené dans le ring. Et du coup Nunzio, c'était assez drôle parce qu'en fait il a essayé de sortir le Big Show par exemple, et tu vois que le Big Show il bougeait même pas d'un centimètre, c'était assez drôle. Et d'ailleurs il s'est pris un truc assez violent après, je vais en parler un tout petit peu après. En numéro 24, on a le Big Show. Le Big Show, j'y reviendrai un petit peu après. Le 25, c'est Chris Jericho qui a fait une bonne fin de Rumble, mais qui n'a pas non plus été incroyable. En numéro 26, on a Charlie Haas. En numéro 27, on a Billy Gunn. En numéro 28, on a John Cena donc, qui est venu et qui a ramené Nunzio dans le ring. Il s'est fait éliminer par le Big Show. Petit teasing de leur match de WrestleMania. En numéro 29, on a Rob Van Dam. Et en numéro 30, on a Goldberg. Et Goldberg, quand il arrive, lui aussi, il fait un petit peu comme Kane. Il met tout le monde d'accord. Il explose absolument tout le monde. Le mec, il est à peine rentré dans le ring. Il met un spear au Big Show. Il met un spear absolument monumental à Nunzio. Je vous invite vraiment à aller voir. Mais le mec l'a tué. Hein, vraiment. Mais il en a fait encore un pire. Alors, c'était pas en pay-per-view. Vous mettez Goldberg, Spear, Christian. C'est le spear le plus violent que j'ai vu de ma vie. Vraiment, je vous défie de me trouver un spear plus violent que celui-là. C'est du n'importe quoi. Vraiment, bref. Là, je suis en train de partir en hors sujet, mais le spear de Goldberg sur Nunzio, c'était quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que il voulait porter un jackhammer sur le Big Show. Et en fait, on a Brock Lesnar qui arrive et qui attaque Goldberg. Et en fait, si vous voulez, juste avant le match, il y avait un segment. Et en fait, il y a eu une petite confrontation entre les deux. Goldberg, en gros, lui disait que voilà, il fallait pas qu'il fasse trop le malin, tout ça, tout ça. Et finalement, voilà, donc Brock Lesnar, il arrivait, il attaque Goldberg et Kurt Angle qui arrive, qu'on profite pour le dégager hors du ring. Et là aussi, ça nous a teasé leur match de WrestleMania, considéré par beaucoup comme l'un des pires matchs de l'histoire de WrestleMania et l'un des plus gros gâchis. Et je suis totalement de cet avis. Et donc, du coup, la finale, c'est le numéro 1, Chris Benoit, contre le Big Show. Alors certains diront que c'est peut-être prévisible parce que le Big Show n'allait pas aller à WrestleMania pour défier Triple H par exemple. On n'est pas teubé, c'est pas faux. Cela dit, je le dis, c'est sûrement la plus belle finale de l'histoire du Rumble, en tout cas peut-être mon spot final de fin préféré. Puisque donc on a Chris Benoit bien évidemment qui part avec un énorme désavantage face au Big Show. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de l'éliminer, puisqu'elle est totalement crédible. C'est-à-dire qu'en fait on a le Big Show qui porte Benoit pour le balancer hors du ring. Et en fait on a Benoit qui chope la tête du Big Show en front face lock. Et en fait ce qu'il fait, c'est que il se laisse emporter vers l'arrière. Ce qui donc emmène la tête du Big Show avec lui. Et donc Big Show, il est obligé de suivre. Et donc en fait, il élimine le Big Show d'une façon vraiment héroïque.
Et c'est comme ça que donc Chris Benoit remporte le match et va aller à WrestleMania et va nous pondre l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania contre HBK et Triple H. C'est l'un de mes matchs préférés de WrestleMania. Et bien évidemment que cette finale du Rumble, on ne la diffuse jamais du côté de la WWE. On peut les comprendre. C'est tout à fait logique quand tu sais ce que le mec a fait, même si voilà, il y a des doutes, il y a des gens qui disent que c'est pas vraiment lui qui l'a fait, il y a pas mal de théories là-dessus. Tu comprends que la VE n'ait pas forcément envie de diffuser ça. Maintenant, voilà, je trouve que c'est vraiment dommage parce que, honnêtement, objectivement parlant, je pense que c'est ma fin de Rumble préférée parce que la scène, elle est vraiment incroyable. Et du coup, voilà quoi. Sinon, mis à part ça, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Rumble match? J'ai trouvé que, à partir de la 20e place, le match est vraiment très très cool. Mais je dirais que, avant ça, il se passe pas grand-chose en fait. C'est pas forcément nul, c'est pas forcément inintéressant, mais c'est pas non plus énorme. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, à partir de la 20e place, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais avant ça, ouais, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas dingue. Donc, du coup, pour la note, j'ai mis 8 sur 10 pour ce Royal Rumble match. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 5,5 sur 10, donc c'est pas terrible. Honnêtement, pour moi, c'est pas volé et je vais pas vous mentir. J'avais été voir la note sur Cage Match juste avant de record la vidéo et la note du show est presque à 8 sur 10. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Parce que, à part le Rumble et à part le HBK Triple H, pour moi, c'est vraiment pas terrible, hein. Et encore, honnêtement, j'ai été déçu, hein. J'ai été déçu du Last Man Standing. Mais je veux dire, c'est vrai qu'à part les 2 derniers matchs, pour moi, il y a vraiment presque rien à se mettre sous la dent. Et du coup, voilà. Donc, j'en avais aucun souvenir. Et finalement, voilà. Franchement, il est pas ouf. Si jamais vous voulez vous remater un Rumble avant celui de cette année, euh, passez votre chemin. C'est peut-être pas forcément le meilleur Rumble à remater. Mais sinon, voilà. Tout simplement, j'en ai terminé avec la review de ce pay-per-view. Donc, je vous invite à réagir en commentaire sur la vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show? Si vous en avez des souvenirs. N'hésitez pas à réagir en commentaire, même si c'est juste pour un match. Si vous avez des souvenirs de seulement un match, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je vous invite à liker pour le soutien, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo également. Et puis on se retrouve jeudi, normalement, si tout se passe bien, pour la preview du Royal Rumble 2019, avec une carte qui est quand même pas dégueulasse, on va pas se mentir, mais ça, on en parlera jeudi. Et puis du coup, moi je vous souhaite un bon début de semaine. Et donc on se retrouve jeudi. Allez, moi je vous laisse. Salut tout le monde.